Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous commencerons donc comme tous les jours avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré comme tous les mardis aux investissements passion, plaisir ou alternatifs. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous parler d'un investissement à proprement parler, mais d'une participation financière plutôt à un projet de création de voies de train, un projet porté par Railcoop pour relier entre autres Lyon à Bordeaux en train en ce qui concerne les passagers, mais pas que. Nous en parlerons avec Léo Clavurier, attaché de direction chez Railcoop. Et puis dans Enjeu Patrimoine, nous nous poserons la question de l'investissement dans la Silver Economy. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Jusqu'où va la thématique Silver Economy? Nous recevrons deux experts pour en parler. Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM, mais aussi Julien Bette, directeur général de Domitis Invest. Bienvenue à vous tous qui nous regardez. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et c'est parti donc pour patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les mardis aux investissements plaisir, passion ou alternatifs. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'investissement à proprement parler, mais plutôt de la possibilité de devenir sociétaire d'un projet assez original, à savoir la création de lignes de train, de nouvelles lignes de train en coopérative. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Léo Clavurier, attaché de direction chez Railcoop. Bonjour Léo Clavurier. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors Railcoop, c'est une entreprise qui a 2 ans, qui est née en 2019, c'est ça ? Tout à fait, créé en 2019, donc sous le statut de coopérative, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont associées pour créer Railcoop dans le but de refaire vivre des nouvelles lignes de train ou des lignes de train qui ont existé par le passé, sachant qu'on ne parle pas de remettre des nouvelles infrastructures, mais plutôt de refaire circuler des trains sur une infrastructure existante qui est gérée aujourd'hui par SNCF Réseau. D'accord, donc exploiter en fait des rails qui existent déjà, mais ensuite faire circuler, on dit quoi? On dit de nouvelles lignes de train, du coup, de nouveaux trains, de nouveaux services. De nouveaux services, qui va concerner autant le transport de personnes que le transport de marchandises pour le coup. Voilà, tout à fait. Donc le 15 novembre 2021, nous allons lancer notre ligne de fret entre Decazeville dans l'Aveyron et Toulouse-Saint-Jory, qui est un hub logistique dans la région de Toulouse. Et en décembre 2022, nous lancerons notre service voyageurs, donc entre Lyon et Bordeaux, qui passera par le Massif central, par le Limousin, et qui permettra de désenclaver justement ces territoires qui aujourd'hui sont relativement mal desservis. Ensuite, à partir de 2023-2024, on aura d'autres projets qui vont se mettre en place un peu partout sur toute la France, avec toujours en tête de desservir des lignes qui ne sont pas exploitées aujourd'hui par la SNCF, des services qui ne sont pas exploités par la SNCF, et avec des liaisons donc interrégionales qui ne passent pas par Paris. Mais alors, je reprends l'exemple par exemple de Lyon-Bordeaux. Ça veut dire qu'il y a une ligne en fait de train qui traverse la France d'ouest en est, mais qui n'est pas exploitée aujourd'hui. Et l'idée, c'est de mettre des trains qui transportent des voyageurs dessus. Voilà, c'est ça. Alors, elle est exploitée, mais toujours partiellement. Par exemple, vous pouvez prendre le TER entre Lyon et Roanne, vous pouvez prendre le TER entre Bordeaux et Limoges. Il y a aussi des trains de fret sur certaines portions. Il faut savoir que la ligne en tant que telle a été exploitée de Bordeaux à Lyon par la SNCF juste en 2014. D'accord. Et donc l'objectif, c'est justement de refaire vivre ce service qui a existé par le passé et qui a été supprimé. Alors racontez-nous un petit peu la genèse d'un tel projet, parce que bon, c'est créé en 2019, c'est créé en coopérative, donc c'est un certain nombre de particuliers ou d'entreprises qui se réunissent pour faire vivre ou revivre des lignes de train. Quel était le constat parce que bon, il y a quand même un maillage du territoire qui est déjà assez conséquent, très centralisé autour de Paris, c'est vrai, mais quel était le constat où vous vous êtes dit, tiens, il faut qu'on lance des lignes de fret et des lignes de voyageurs? Effectivement, vous avez raison, il y a un maillage en France qui est assez important, même s'il a décliné, puisqu'il fut un temps où on desservait toutes les sous-préfectures en train. Aujourd'hui, c'est plus possible. Bien sûr. Bon, on ne souhaite pas revenir à cette époque-là. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que depuis l'avènement de l'automobile et de l'avion, on a quand même beaucoup moins d'offres de transport ferroviaire. Tout s'est fait plutôt en faveur du TGV, et donc on a délaissé des lignes locales ou des lignes à petite vitesse, entre guillemets. Donc le constat, c'est de se dire il faut absolument qu'on remette de la mobilité dans les territoires ruraux, qu'on permette à des gens qui n'ont pas forcément envie ni la possibilité de prendre des cars Macron ou du covoiturage, de pouvoir prendre le train à nouveau. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée de pouvoir relancer des grandes liaisons qui ont existé par le passé. Et la plupart de nos sociétaires le savent, ils ont parfois pris les lignes, la ligne Bordeaux-Lyon, il y a des gens qui nous en parlent tous les jours. D'accord. Voilà. À regret peut-être voilà, qui regrettent sa suppression en tout cas. En ce qui concerne le fret, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que depuis 20 ou 30 ans, le fret a progressivement décliné. On s'est concentré sur des grands corridors pour des flux massifiés. Donc, effectivement, d'un point de vue économique, c'est très rentable. Par contre,
Le problème, c'est que plus on se concentre sur ces corridors, plus on oublie le reste. D'accord. Et donc le ferroviaire, c'est un ensemble. Mais c'est-à-dire que y avait des agriculteurs ou des producteurs qui pouvaient pas vendre parce qu'ils passaient pas dans le corridor, c'est ça, ou c'était plus compliqué pour eux? Non, en fait, c'est simplement que aujourd'hui, tous les flux sont concentrés sur la route, puisque la route est plus réactive, elle dessert tous les territoires. Et finalement, si on n'a pas une offre de fret ferroviaire compétitive et flexible, eh ben, on n'a aucune chance de pouvoir attirer des nouveaux chargeurs. Et alors, comment on fait pour avoir une offre de ferroviaire compétitive et flexible? Vous avez posé une bonne question. Effectivement, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est un petit peu changer la façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise de fret ferroviaire, elle attend d'avoir un client pour charger un train et lancer le train. D'accord. Et ça fonctionne bien avec des grosses industries type mine, acier, automobile. Donc, en fait, elle attend d'avoir suffisamment de commandes pour que le train soit complet avant que le train parte. C'est ça, sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est dans une phase de désindustrialisation de la France, et donc on a plutôt des petits volumes. D'accord. Où les industriels ont besoin de beaucoup de réactivité. Et donc, s'ils remplissent seulement un wagon, aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises de fret qui ont proposé de lancer un train pour un wagon. D'accord. Nous, ce qu'on va faire, là, entre Toulouse et Decazeville, c'est qu'on va proposer un train tous les jours, qu'il soit vide ou qu'il soit plein. Et on va dire aux entreprises, voilà, ce service existe tous les jours et vous pouvez charger peut-être un jour dans le mois. Enfin, dès que vous avez besoin, on est très réactif et on va proposer cette offre. Finalement, c'est un petit peu comme un TER, c'est-à-dire que demain, vous allez de Lyon à Roanne. Hein, bien sûr, oui. De la ligne. Si le train est vide, il est vide, certes, il roule quand même. D'accord. Voilà, donc vous pouvez le prendre, vous savez qu'il roule. Donc, oui, mais donc vous faites le pari quand même qu'à force de rouler, il va se remplir tous les jours. Effectivement, on prend un risque commercial. S'il roule à vide, il roule à perte pour le coup. Tout à fait. On prend un risque commercial, mais tout à fait assumé, pour pouvoir justement faire en sorte que des industriels puissent à nouveau charger sur les trains. Il faut savoir qu'on ne part pas non plus d'une région où il n'y a aucune activité économique. Dans le bassin de Caseville, de Cap-de-Nac, il y a ce qu'on appelle la mécanique vallée, avec beaucoup de sous-traitants de l'aéronautique. Et donc ces entreprises-là, en fait, de toute façon, envoient déjà des flux vers Toulouse. Airbus et les entreprises qui passent par la route aujourd'hui. Et là, vous leur dites que ça pourrait passer par le train. Tout à fait, c'est ça. Alors, avant de parler de la façon dont on pourrait accompagner en tant que particulier ou personne morale d'ailleurs ce projet, un mot. Décider de lancer ce projet, c'est une chose. Décider de le lancer en coopérative, c'est encore autre chose. Quand on voit que les opérateurs de lignes de train en France, c'est des très grosses entreprises, voire notamment la SNCF. Je crois qu'à part la SNCF, il y a une ligne en Bretagne qui est exploitée par une autre entreprise. On peut se dire, mais un, vont-ils réussir? Et deux, quels sont tous les challenges auxquels ils font face? Du coup, comment est-ce que ça se passe depuis 2 ans quand on est une poignée de personnes qui décident de relancer des lignes de train? Non, mais vous avez raison. Effectivement, aujourd'hui, les nouveaux entrants, comme on les appelle sur le marché, c'est souvent des opérateurs étrangers, c'est-à-dire les chemins de fer italiens, ou bien des opérateurs quasi publics, c'est-à-dire par exemple RATP via une filiale qui s'appelle Regionéo. Et donc, nous, on n'est rien face à ces acteurs-là. Mais quand même, on s'est dit, si on part de rien, il faut mobiliser les citoyens. Et c'est ça qui va faire notre force. Aujourd'hui, on a près de 10 000 sociétaires qui nous ont rejoints au capital de RaiCup, avec quasiment 4 millions d'euros de capital social. D'accord. Alors évidemment, au niveau du ferroviaire, c'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup pour un projet citoyen, pour un projet coopératif. Et donc c'est ça, on s'est dit, on va rassembler les citoyens qui sont engagés pour la revitalisation des lignes ferroviaires. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'associations de défense de lignes. Il y a beaucoup de citoyens qui s'engagent dans le domaine de l'écologie. Et on va les mettre ensemble pour bénéficier de l'intelligence collective. C'est-à-dire, on va mettre ensemble des personnes de l'économie sociale et solidaire, des chemins de fer, mais aussi tout un tas de citoyens en fait, dans des tas de domaines, des professeurs d'université, des industriels, etc., pour pouvoir faire en sorte de refaire vivre le train. Et on remarque que le statut de coopératif, c'est la meilleure façon de faire. On a mis en place, si vous voulez, des cercles de sociétaires, c'est-à-dire des sociétaires qui peuvent être entre 5 et 50, par exemple, et qui se réunissent régulièrement pour définir un certain type de service. Alors, par exemple, ils vont regarder ce qu'on peut faire en matière d'accessibilité dans les trains. Ils vont dire, voilà, pour les personnes en fauteuil roulant, il faudrait faire telle ou telle proposition. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise ferroviaire qui le propose. La SNCF a ses instances de consultation, mais si vous voulez, ça reste quand même une décision de la SNCF à la fin. Nous, on implique les sociétaires de A à Z. Parce que c'est ça le moyen de vous soutenir aujourd'hui, c'est de devenir sociétaire. Donc en fait, il y a une participation financière, mais aussi il y a un engagement presque de réflexion autour de ce projet-là. Et donc ce que vous nous dites, c'est que ça vous fait appel à l'intelligence collective et donc ça permet de faire avancer le projet, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, alors, chacun n'est pas obligé de s'engager, hein, c'est selon la volonté. Pour ce qui est de la participation financière, on peut mettre 100 €, donc c'est une somme qui est quand même relativement accessible. D'accord. On peut mettre, il n'y a pas vraiment de limite en fait, donc on peut mettre 10 000, 20 000 € si on le souhaite. Et donc à partir de là, dès qu'on a une part sociale, on a le droit de s'engager et de participer aux instances. C'est quoi? C'est une part sociale, c'est 100 €, et du coup après on a plusieurs
meilleure part sociale. Et si on met 20 000 euros plutôt que 100 euros, qu'est-ce que ça change pour le sociétaire? En fait, c'est le principe de la coopérative, c'est-à-dire qu'on s'engage plus financièrement parce que peut-être on a plus de moyens. D'accord. Mais par contre, dans une coopérative, on a toujours une égalité. C'est-à-dire qu'une personne est égale à une voix. D'accord. Et contrairement Même si j'ai acheté plus de parts sociales. Voilà. D'accord. C'est pas le capital qui fait le pouvoir politique dans l'entreprise. D'accord. C'est vraiment la personne. La personne a toujours une voix. C'est un principe démocratique D'accord. auquel on est très attaché parce qu'on voit que ça marche bien. Et après, on a aussi une pondération en fonction du type de personne. Donc, on a un collège de personnes physiques qui représentent l'essentiel de nos sociétaires. On a des personnes morales, que ce soit des entreprises, des associations. Et on a aussi des collectivités locales, avec beaucoup de collectivités en fait, qui sont situées le long de la ligne Bordeaux-Lyon et qui s'engagent justement pour... Mais donc la collectivité, c'est une personne morale, donc c'est une collectivité égale une voix, pour le coup. Tout à fait. Elle a autant de voix que moi, si demain je vais... Alors les collectivités dans leur ensemble ont 20% des voix, mais entre elles ont la même voix. C'est-à-dire que si on prend la ville de Ghana, dans l'Allier, qui est une petite ville, qui doit faire 5-6 000 habitants, elle a le même pouvoir, le même poids politique que le département de l'Allier, qui lui aussi est sociétaire et qui pour le coup est beaucoup plus gros. Alors on est dans une émission où on parle souvent d'investissement. Là, effectivement, ça n'est pas un investissement. On accompagne en devenant sociétaire. Vous envisagez d'autres possibilités d'accompagnement pour lever des fonds aujourd'hui, ou vous restez vraiment sur ce fonctionnement de coopérative? Alors, effectivement, la difficulté, je dirais que c'est que ce principe de coopérative fait que, en quelque sorte, vous n'avez pas forcément intérêt à prendre plus qu'une part. Bien sûr. Dans la logique des choses. Donc aujourd'hui, il faut quand même savoir que quand vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, vous pouvez bénéficier du dispositif Madelin, donc avec une réduction d'impôt de 25%. Donc, ça veut dire que vous avez quand même un intérêt à prendre plus de parts par cette réduction fiscale. À côté de ça, on est en train de réfléchir aujourd'hui à pouvoir proposer d'autres outils. Donc des outils comme les titres participatifs, par exemple, qui sont des outils de quasi-fonds propres qui permettent d'avoir un engagement de long terme, mais aussi une rémunération fixe annuelle. Bien sûr. Et donc qui peuvent permettre d'attirer un peu plus de fonds de la part des citoyens qui souhaitent s'engager. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours de réflexion, mais en tout cas, on souhaite on envisage vraiment de le mettre en place parce que ça permet aussi de rémunérer les citoyens et pas seulement d'avoir quelques citoyens qui représentent une petite partie du capital et à côté de ça, d'avoir des emprunts bancaires. Voilà, on souhaite aussi élargir le plus possible le financement par les citoyens. Merci beaucoup Léo Clavurier d'être venu nous présenter le projet RICOP. Donc prochaine grande échéance pour RICOP, c'est fin de l'année du coup. Voilà, tout à fait. 15 novembre, inauguration du fret entre Toulouse et Decazeville. Et donc on fait appel à toutes les sociétés qui sont intéressées à nous contacter pour pouvoir charger. Voilà, c'est demain. Merci beaucoup Léo Clavurier, attaché de direction chez RICOP. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine. Enjeu Patrimoine où nous allons tenter de décrypter les investissements dans la Silver Economy. Nous allons tenter de les décrypter durant une quinzaine de minutes. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM. Bonjour Olivier Cassé. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Donc l'investissement dans la Silver Economy, vous le faites en action plutôt de votre côté. On va parler effectivement de cette thématique et on va en discuter également avec Julien Bay, directeur général de Domitis Invest. Bonjour Julien Bay. Bonjour Nicolas, bonjour messieurs. Bienvenue sur ce plateau. Alors Domitis qui propose de son côté d'investir en résidence senior, donc on est plus dans l'immobilier avec quelques services. On va commencer avec vous Olivier Cassé. Silver Economy, c'est une thématique, on comprend bien que dans le silver il y a cette idée d'argent, de gris, de cheveux gris, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'investir dans la Silver Economy? En fait, si on devait donner un peu les contours de cette thématique, qu'est-ce que ça englobe? Alors, la Silver Economy fait référence au développement de certains marchés qui vont bénéficier du vieillissement de la population. D'accord. Qui est une tendance forte sur les prochaines années, même les prochaines décennies. Vous redonnez quelques chiffres. Au plan mondial, aujourd'hui, c'est 1 milliard de personnes qui ont plus de 60 ans. Ce sera le double d'ici 2050, avec des chiffres très impressionnants sur certains pays, notamment la Chine. On va passer de 250 millions à 500 millions de personnes de plus de 60 ans d'ici 2050. Et donc, on va avoir de nouveaux marchés qui vont se développer avec ce changement de mix de population. Alors, on peut faire le détail de ces grands marchés. Je cite souvent 3 grandes catégories. On retrouve la santé, assez logiquement, parce qu'il y a une forte corrélation entre les dépenses de santé des personnes et leur âge. Il suffit de voir que sur les grands pays industrialisés, alors on met à part les États-Unis parce que sur la santé, on est sur des chiffres et des montants encore plus importants, mais en gros, sur les grands pays industrialisés, les personnes de plus de 60 ans vont dépenser par tête et par an environ 3 fois plus que les personnes entre les 20 et 60 ans.
Et donc, on va retrouver des acteurs qui vont bénéficier ou être bien positionnés grâce à leur innovation sur ces marchés-là, donc des grands laboratoires pharmaceutiques, notamment ceux positionnés sur l'oncologie, les traitements des cancers, qui sont... C'est ça, on va quand même aller sélectionner ensuite la santé qui concerne les seniors pour le coup. Exactement. Aller rechercher, notamment quand on regarde les causes de décès des seniors en France sur les dernières années. Alors, si on met un peu à part la crise de la Covid-19, mais quasiment la moitié des décès étaient liés en effet à des tumeurs. D'accord. Donc, en effet, en se positionnant sur des groupes qui ont dans leur pipeline des produits innovants, notamment en immuno-oncologie, on est en présence d'entreprises qui vont en effet bénéficier, entre guillemets, même si Bien sûr. on n'aime pas utiliser ces mots-là quand on parle de mortalité, mais du vieillissement de la population. À côté de ces laboratoires pharmaceutiques, il y a l'ensemble des services et des équipements médicaux. Donc là, on retrouve les aides auditives, les implants dentaires, l'optique, le diagnostic, et qui sont des marchés encore très souvent, notamment quand on regarde les marchés actions et les sociétés cotées sur les marchés actions européens, des sociétés qui sont encore en plus forte croissance. D'accord. Donc la première catégorie, c'est la santé. C'est la santé, ouais. La deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle moi le bien vieillir. C'est-à-dire que on accepte d'avancer en âge à deux grandes conditions, être en bonne santé, être bien portant, et être indépendant ou autonome d'un point de vue financier. Alors quand on regarde la sphère indépendance financière, on pense évidemment aux retraites. On sait très bien que les systèmes par répartition qu'on connaît dans nos pays sont sous pression et vont continuer à être sous pression. Et donc les ménages, les individus sont incités en amont de la retraite à aller épargner. Donc voilà, l'ensemble des marchés de l'épargne retraite sont des marchés de la silver economy parce qu'il faut préparer financièrement sa retraite. Alors ça, on y reviendra peut-être parce que j'ai du mal à identifier comme ça comment on peut investir dans le marché de l'épargne retraite. Parce que du coup, moi, je comprends comment, effectivement, on peut préparer sa retraite en ayant un produit d'épargne retraite, mais comment est-ce qu'on peut investir dans l'épargne retraite ? Vous avez deux types d'acteurs qui peuvent être investis dans ce cadre-là. Ce sont les acteurs qui vont proposer des solutions d'épargne retraite. D'accord. Donc là, on est typiquement Donc des sur assureurs, par exemple, des assureurs, notamment ok. des assureurs vie, Mhm. et des acteurs qui vont gérer ces produits d'épargne retraite. Donc là, très souvent, on est sur des sociétés de gestion. D'accord. Donc, en ok. gros, ce sont les deux types d'acteurs qui peuvent être investis dans ce pilier de l'épargne retraite. Et en fait, enfin, la troisième grande catégorie, elle est ce que j'appelle moi du mieux vivre au quotidien. Donc tous les services et les produits qui vont permettre aux seniors d'avoir une vie un petit peu plus confortable, un peu plus douce au quotidien. Donc ce sont des soins de la personne, ce sont des équipements de la maison, de la domotique, des voyages et loisirs. Je pense que Bien sûr, la crise ouais. sanitaire qu'on traverse actuellement rappelle l'importance, notamment pour la santé mentale de tous, mais encore plus pour les seniors, des voyages et des loisirs. Donc voilà, il y a trois grandes catégories qui sont dans le marché de la silver economy. Puis après, si on veut avoir une vision un petit peu plus complète, et notamment c'est ce que je fais dans le fonds d'investissement que je gère, on peut essayer de regarder en effet les défis que nos économies vont devoir relever liés au vieillissement de la population. Et là, on retrouve bien évidemment, et je pense que Julien en parlera, la gestion de la dépendance. On est sur la recherche médicale, on est sur la formation professionnelle, parce que une des conséquences directes du vieillissement de la population, c'est que dans certains pays, notamment dans quelques grands pays industrialisés, on va avoir une baisse assez sensible de la population active. C'est le cas en Chine, c'est Et le donc cas en ça veut Allemagne. dire que investir dans la silver economy, ça va aller jusqu'à en fait financer ou en tout cas investir dans la formation du senior qui va se reformer pour avoir une activité, même en ayant à côté de sa retraite ou en tout cas pour continuer un petit peu sa vie professionnelle. Exactement, c'est-à-dire que nos carrières professionnelles vont être de plus en plus longues et donc il faudra être formé en continu tout au long de sa carrière professionnelle pour évoluer dans l'entreprise, au sein de l'industrie ou pourquoi pas se reconvertir. Mais ça, c'est vraiment le concept du long terme de la formation des personnes. Et D'accord. enfin, le dernier sujet, alors qui n'est pas intuitif quand on parle de vieillissement de la population, je l'évoquais à l'instant, c'est le déclin de la population active dans certains pays grands industrialisés. En Chine, dans l'espace de 30 ans, on va perdre 150 millions de personnes dans la population active, qui est une conséquence directe de la politique de l'enfant unique, même si elle a été abandonnée en 2016, on ne voit pas aujourd'hui une remontée des taux de natalité. Et donc, cette baisse de la population active va engendrer des tensions sur le marché du travail, et donc on a des investissements qui vont être nécessaires, notamment dans l'automatisation industrielle, pour faire face à ça. Alors, l'investissement est très limite, parce que vous voyez que vous devez investir dans l'automatisation industrielle pour faire face à ces tensions sur le marché du travail, mais attention également à ce que cette automatisation ne vienne pas créer du chômage en sortant du marché des gens qui sont Et là, compétents. on est toujours dans la silver economy parce qu'on va investir dans l'automatisation du travail. Alors, parce que ça paraît un peu plus loin quand même En effet, de la thématique initiale. On est à la frontière, c'est-à-dire que c'est plutôt une thématique qu'on peut investir quand on regarde le vieillissement de la population et ses conséquences. Mais en tant que tel, en effet, la silver economy, ce sont les trois grandes
catégories que je mentionnais tout à l'heure, tout ce qui est lié à la santé, au mieux vivre. Et alors, un mot des quotidien. zones géographiques également, vous parlez beaucoup de la Chine. C'est vrai que nous, on a tendance à voir ça, effectivement, la population vieillissante, par exemple, en France ou dans les pays européens, mais ça veut dire en fait que ça n'est pas que investir en silver economy, ça n'est pas investir qu'en France, en Allemagne ou aux États-Unis pour le coup. Absolument pas. C'est vrai, quand on regarde le mix de population en Europe, aujourd'hui, on a à peu près 26% des personnes qui ont plus de 60 ans, mais la tendance du vieillissement, elle est vraiment globale. Alors, il y a certains pays ou certains continents, aujourd'hui en Afrique, vous avez 5% de la population qui a plus de 60 ans, donc le sujet est un peu moins important. Mais en effet, en Chine, je citais les chiffres, et sur 30 ans, alors que la population globale chinoise va baisser, vous avez, comme je disais, un doublement de la population des seniors. Donc la thématique, elle est vraiment globale. Moi, à titre professionnel, j'investis en effet dans des actions européennes parce que ce sont des entreprises qui ont cette expertise pour capter un marché qui est global. Je parlais des soins de la personne. Quand on parle de dossiers comme L'Oréal, qui est le leader mondial des soins de la peau, donc là, bien évidemment, c'est un sujet important pour tous, mais encore plus pour une population vieillissante. C'est un groupe qui est présent en Chine et qui est leader en Chine. Alors, un mot rapidement de la stratégie avant de parler du coup plus d'investissement dans les résidences seniors. Investir en silver economy, que c'est la promesse d'entreprises plus solides parce que le marché est grandissant, ou au contraire il y a un risque parce que on a du mal à appréhender, je ne sais pas. Quand on parle de rendement, j'aime bien parler de risque aussi. Comment est-ce qu'on se positionne quand on fait de la stratégie en silver economy ? Alors, la conséquence de ce que je viens de citer, c'est qu'on est très souvent en présence de sociétés qui sont sur un marché en croissance, en développement. Donc, on est en présence de sociétés en croissance. Donc, c'est vrai que ce sont des sociétés sur le plan boursier au niveau européen qui ont très bien performé sur les dernières années. Je mets à part le soutien qu'on a eu lié à la baisse des taux d'intérêt, mais parce que ce sont des entreprises qui, du fait de l'augmentation de leur marché adressable, ont vu croître leur chiffre d'affaires de manière significative, leur profitabilité de manière significative sur les dernières années. Et donc ça s'est reflété dans leur valorisation. Donc on a vraiment tout un pan lié à la silver economy d'entreprises qui sont des belles histoires de croissance. Après, je citais les voyages et loisirs, on n'est plus malheureusement sur des valeurs de croissance, mais davantage sur des valeurs cycliques. Et là, en effet, et c'est un peu tout notre travail de gérant financier, c'est d'aller investir dans ces groupes-là au bon moment, travailler la valorisation de ces entreprises-là, parce que pour le coup, à 3 ans, 4 ans ou 5 ans, vous avez des cycles qui parfois peuvent être marqués, et si vous n'investissez pas au bon moment, pour le coup, on a vu ce qui s'est passé l'année dernière avec la crise, ça peut être un peu plus compliqué. Julien Bay, on va parler là plus spécifiquement d'investissement en résidence senior. Qu'est-ce que ça veut dire d'investir en résidence senior pour le coup ? C'est une thématique qui s'inscrit justement dans la deuxième qu'Olivier évoquait, il me semble, à savoir le bien vieillir et le mieux vieillir. Donc les résidences services seniors sont des ensembles immobiliers qui proposent à la fois de véritables logements et tout un ensemble de services pour permettre aux seniors de continuer à bien vieillir tout en restant véritablement autonome chez lui. Et donc les services proposés vont de la simple conciergerie à tout un panel d'activités, d'animation, et vont même jusqu'à la notion de bien-être, avec justement toutes ces activités autour de la santé à proprement dit. Alors je vous pose une question qui va peut-être vous faire réagir, mais pour être sûr que tout le monde comprenne bien, c'est différent d'un EHPAD, d'un résidence senior. Tout à fait. Alors la différence est complémentaire, on va dire. D'accord. Les EHPAD, ça sont donc les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, comme son nom l'indique, sont faits pour accueillir les personnes âgées dépendantes. D'accord. Les résidences services seniors ne sont pas médicalisées, donc elles s'adressent aux seniors non dépendants, mais qui ne sont plus totalement suffisamment autonomes pour rester seuls chez eux et qui, au contraire, souhaitent mettre tout en œuvre pour pouvoir justement maintenir leur vie dans un domicile le plus longtemps possible afin d'éviter ou reculer l'âge de glissement vers l'EHPAD. Et alors concrètement, quand on investit en résidence senior, on investit dans un fonds qui investit dans des résidences seniors ou on investit directement en immobilier ? Alors, la très grande majorité de ces investissements se font en direct dans les logements et les appartements de Donc on achète un appartement dans une résidence. On achète un logement dans une résidence service senior. Depuis maintenant 2016, il y a différents fonds qui sont également développés sur le sujet et qui, sous couvert de souscription de parts, investissent du fait indirectement dans les résidences services seniors. Et alors quand on veut investir en tant qu'épargnant en résidence senior, donc on achète un appartement directement, c'est ça ? Et ensuite, il faut que je trouve moi-même la personne qui va louer l'appartement en question ?
Alors, la particularité des investissements résidence-service senior sont qu'ils sont réalisés dans des actifs dits d'immobilier géré. D'accord. Donc, on va certes acheter un appartement comme n'importe quel type d'investissement immobilier locatif. Mhm. La particularité, c'est que le schéma locatif est centré autour de l'exploitant qui va gérer la résidence. D'accord. Donc, l'investisseur, qu'il soit particulier ou institutionnel via un fonds, va signer un bail commercial directement avec l'exploitant de la résidence, qui va donc devenir le locataire et assumer justement le versement du loyer à l'investisseur, que le logement soit Ah, occupé ou non. c'est l'exploitant qui ensuite, ensuite il va trouver lui le Charge le ensuite locataire. D'accord. à l'exploitant d'offrir sa prestation aux résidents, à savoir une prestation d'hébergement et de service. Donc ça veut dire finalement, si je comprends bien, que tant qu'il y a un exploitant, le loyer est garanti. Le jour où il n'y a plus d'exploitant, il n'y a plus de loyer, mais pour tout le monde, quoi. C'est un petit peu le sujet. Donc, là, ce qu'il faut évidemment regarder sur ces thématiques d'investissement, c'est la lisibilité du marché. Je pense qu'on en a suffisamment parlé pour Bien sûr. croire qu'elle est indiscutable maintenant aujourd'hui. Et évidemment, il y a un certain nombre de critères propres aux investissements résidence-service senior, tels que l'emplacement, la proximité des commodités, l'expérience de l'exploitant et évidemment sa solidité financière pour pouvoir justement assumer à la fois les promesses faites aux investisseurs qui achètent les appartements, mais également être capable d'assumer le développement dans les nouveaux projets. Oui, parce qu'effectivement, on a pu voir des résidences seniors. Alors, on vendait effectivement le dispositif LMNP qui ont eu des moments de vie un peu difficiles. Ce qu'il faut regarder, c'est quoi? C'est l'investissement, l'emplacement en premier lieu. C'est que plus on est dans des cœurs de ville, plus on est sûr normalement que c'est un investissement qui est un peu plus sûr que si jamais on va dans un endroit où il y a moins de monde, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place du résident. D'accord. Bien que les résidences services seniors proposent tout un écosystème de services où finalement on pourrait vivre entre quatre murs, le senior n'est pas dépendant. Donc il reste connecté à la vie de la cité avec un grand C. Bien sûr. Et donc du coup doit être connecté à l'ensemble des commodités de vie, de commerce, de soins également. Donc en effet, la situation de la résidence dans la commune, dans l'agglomération, dans la métropole est absolument essentielle. Après, on a tendance à confondre cœur de ville avec grande ville, petite ville, moyenne ville. Évidemment, les résidences-services seniors ont leur place dans les grandes métropoles, mais ont également leur place dans les agglomérations de taille moyenne et petite que l'on retrouve dans toutes les régions de France, et même au-delà, puisque, on l'a évoqué tout à l'heure, la thématique du vieillissement est universelle. Il faut regarder le taux d'occupation peut-être aussi de la résidence senior avant d'investir. Alors, ça serait l'idéal, Ouais. mis à part quelques gérants et quelques opérateurs, quelques domitis qui communiquent assez allègrement sur le sujet. Ce n'est pas une thématique qui est facilement trouvable. D'accord. Ouais. Mais en effet, si je devais faire un peu la promotion de domitis, en effet, on affiche un taux d'occupation entre 96 et 98%, selon les années. Donc un taux d'occupation qui est extrêmement confortable en termes de lisibilité pour l'investisseur et pour l'exploitant également. Merci beaucoup. Je retiens qu'il faut effectivement bien se renseigner avant d'investir, que ce soit sur l'occupation ou sur l'emplacement. Merci Julien B, directeur général de Domitis Invest. Merci Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM. Merci à tous les deux. Alors l'exercice n'était pas simple, 15 minutes pour dresser un contexte de la silver economy dans son ensemble avec un investissement action et un investissement plutôt en immobilier, donc en immobilier meublé, en résidence senior. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de Smart Patrimoine et on se retrouve demain à 13h donc, pour un nouveau numéro.